Il m'a donné du travail. Le 27 ou le 28 juin, le nouveau ministre des Finances a pris connaissance du montant des réserves. Et il a dit, nous n'avons pas le choix, il faut céder. Je sentais que c'était fini, que nous avions perdu à ce jeu de spéculation sur la monnaie. La Banque de Thaïlande n'avait plus de munitions pour défendre le baht. Il fallait se résoudre à le décrocher du cours du dollar. Je me demandais ce que j'allais pouvoir dire à la population après le flottement de la monnaie. Qu'allais-je dire au peuple thaïlandais? Comment lui faire comprendre que cette situation était inévitable? Sawadee krab, ท่านผู้ชม วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเงินของไทยวันหนึ่งนะครับ วันนี้เราถึงตัดสินใจที่จะประกาศปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปเป็นระบบลอยตัว ผมจะขอให้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเล่าว่าทางเลือกของเรานั้น Je revenais juste des toilettes quand l'un des courtiers s'est approché de moi et a dit « Ils ont dévalué le baht ». Ça m'a fait un choc. Bon sang, c'est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce que j'ai ressenti, c'était à la fois le choc, l'horreur et l'incrédulité. On se trouvait dans un guêpier qui ne présageait rien de bon dans un avenir immédiat. En un jour, le baht perdit près de 20% face au dollar. Partout dans le monde, ceux qui avaient attaqué la monnaie thaï attendaient ce moment depuis longtemps. Quand la monnaie a enfin été laissée libre de flotter, c'était le moment de prendre nos bénéfices. Mais la dévaluation ruina des milliers d'entreprises qui avaient emprunté des dollars et dont la dette fut multipliée. La suite était fatale. Mon rêve ne s'est jamais réalisé. Parce que beaucoup de gens riches avaient emprunté à l'étranger. Leur dette a doublé à cause de la baisse de la monnaie. À cette époque, ils avaient tous des difficultés. J'appelais mes clients et je leur demandais « Pouvez-vous me payer pour que je puisse rembourser ma banque ?» Tous répondaient « Désolé, la situation est mauvaise. » Certains disaient « Patientez encore quelques mois. » Plus tard, ils ne voulaient même plus me parler au téléphone. Les secrétaires me disaient « Ils sont déjà partis, ils sont en conférence. » Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais coincé. La consommation s'est effondrée, les prêts des institutions financières se sont taris. C'était un crash. Tous les espoirs terminés en volée. Naturellement, les investisseurs étrangers plièrent bagages sans tarder. Avant, pour les étrangers, c'était l'euphorie. Ils voyaient en Thaïlande une économie miracle, où ils allaient faire des profits en déversant des sommes astronomiques. Et soudain, ils ont changé de position. Les Thaïlandais ne pouvaient plus rien faire de bon. Les plus grandes entreprises du pays se vendaient pour une bouchée de pain. Elles ne valaient presque plus rien. C'était bye bye la Thaïlande, je vends. Je ne vais pas attendre de voir quelle tournure vont prendre les événements. Salut! L'avidité avait fait la fortune du pays, la peur faisait maintenant sa ruine. Tout comme la peur, la crise est contagieuse, et l'homme qui avait dévalué le baht n'avait pas prévu la suite. Nous ne nous étions pas rendus compte que d'autres pays avaient des problèmes similaires.
Le raisonnement simple, c'était de dire que la Thaïlande n'est pas isolée. Si la Thaïlande dévalue, qu'est-ce qui va se passer en Indonésie et aux Philippines? Probablement la même chose. Donc en clair, c'était logique de vendre la Thaïlande, c'était logique de vendre les émergents, et c'était aussi logique de se replacer sur Singapour, Hong Kong, Corée. C'est ainsi que l'on vendit les émergents, que l'on se débarrassa de l'Asie du Sud-Est et que l'on chercha des cieux plus sûrs pour notre argent. Mais en 2 mois, même les refuges les plus sûrs furent gagnés par la crise. La crise globale nous a rattrapés à la fois sur Hong Kong et Singapour, et les marchés ont sombré en concert au cours de l'automne 97. On reconnaissait facilement un courtier asiatique dans la rue. C'était celui qui avait l'air au bord du suicide. Parce que jour après jour, il se rendait à la maison de courtage et voyait les valeurs tomber en chute libre. Ce qui est surprenant, c'est qu'une chute peut durer très longtemps. Les valeurs peuvent baisser indéfiniment. Et elles avaient vraiment l'air de baisser indéfiniment. Avec Hong Kong, le cœur financier de l'Asie avait été touché. Quand les autres pays n'ont pas pu éviter la contagion, j'en étais sincèrement désolé. Je ne voulais faire de tort à personne. C'est alors que le reste du monde fut pris de panique. La jeune démocratie thaïlandaise échappa aux émeutes et aux troubles politiques. Mais pour renflouer ses caisses, l'ancien Eldorado des investisseurs dut demander l'assistance du Fonds monétaire international. Pour renflouer leur compte en banque, les anciens millionnaires bradèrent leur Mercedes aux enchères. Enfin, pour renflouer la Banque centrale, les Thaïs mirent la main à la poche et à l'appel de ce bonze, ils firent don à l'État de leurs bahts et de leurs dollars. Pourquoi tant d'humiliation, se demandaient les Thaïs, qui donc avaient tiré un trait sur leur avenir. À qui la faute? Je dirais à personne et à tout le monde. Nous avons refusé de voir la réalité. Nous pensions que les choses ne pouvaient pas en arriver là. Comment se réveiller un beau matin et annoncer la faillite? C'était impossible de dire une telle chose en Thaïlande. Personne ne l'aurait accepté. Il fallait que quelqu'un soit responsable. Après la crise, les marchés étrangers et leurs forces démesurées furent mis en accusation. Nous utilisions un instrument que nous ne comprenions pas vraiment quant à ses effets et ses conséquences. Mais soyons justes. À l'étranger, les professionnels des marchés ne comprenaient pas non plus la Thaïlande. Entre la Thaïlande et les mouvements de capitaux violents et instables, le rendez-vous avait été raté, trop mal préparé, trop brutal. Tarin, qui avait retrouvé son fauteuil de ministre des Finances, lança une série d'enquêtes et de poursuites judiciaires à l'encontre des présumés fauteurs de crise. Pin Chakapak fut mis sur le banc des accusés. La star déchue du miracle thaïlandais vit aujourd'hui en exil à Londres. Pin est réclamé par la justice thaïlandaise qui lui reproche d'avoir détourné environ 50 millions de dollars. Un matin de 1999, son passé le rattrapa. À 6 heures du matin, j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui se disait de Scotland Yard. Il m'a dit, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. J'ai répondu, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, au fait, nous sommes derrière la porte, alors ouvrez. Pin fut emmené à la prison de Brixton. Le temps qu'un juge anglais étudie la demande d'extradition de la justice thaïlandaise, il passa 6 jours derrière les barreaux.
Quand on entre à Brixton, on éprouve de la peur comme on n'en a jamais éprouvé auparavant, du moins en ce qui me concerne. Pine ne reconnaît aucune des accusations portées contre lui. La seule faute qu'il admet avoir commise est d'avoir été trop sûr de soi. Mais il jure qu'on ne l'y reprendra plus. Après avoir connu des hauts et des bas, je devrais être capable la prochaine fois de ne pas être trop gourmand quand la vague monte et de savoir m'arrêter avant qu'elle redescende. Après 2 ans de procédure, la justice anglaise a trouvé insuffisamment fondée la demande d'extradition de Pine. Il a aujourd'hui le droit de vivre libre en Angleterre. Brassong fut lui aussi poursuivi pour falsification de documents, entre autres. Sa société ne fait plus guère que gérer les procès en cours. Mais tout comme Pine, Brassong ne reconnaît qu'une seule erreur. Ma seule erreur a été de ne pas avoir su ralentir. C'était pas la peine d'aller si loin avec mon entreprise. J'avais déjà plus de 80 millions de dollars, alors j'avais pas vraiment besoin d'en faire plus. Quant à Siri Watt, il cessa brutalement de rêver. J'ai tout perdu pendant la crise, mais je suis toujours vivant. Après avoir perdu les clients de ses somptueux appartements, Siri Watt perdit son banquier, celui qu'il avait généreusement lancé dans l'immobilier. Ses 40 employés le supplièrent de ne pas les licencier. Siri Watt chercha une idée. Ma femme m'a dit, faisons des sandwichs et vendons-les. Je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit, les Thaïlandais ne mangent pas de sandwich, ils mangent du riz et des nouilles. Le premier jour, la femme de Siri Watt prépara 20 sandwichs qu'ils vendirent laborieusement pour à peine une douzaine de dollars. Quand on est tombé de si haut en chute libre et qu'on se retrouve vendeur de rue, je peux vous assurer que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, il est impossible de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on est là, debout, à crier « sandwich » et que personne ne vous remarque. Un jour, mon ancien patron